Merci. Donc Daniel, j'ai été présenté président de l'association de spéléologie de la Mayenne à Montsûrs, Aventure Spéléologie Développement 53. Alors, qu'est-ce que la biospéléologie ? Alors, un tout petit peu de grec, hein, on aime bien, nous, dans les sciences, mais en même temps, c'est à la portée de chacun. Donc, bios, c'est la vie, en grec. Spéléos, c'est la caverne, et logos, c'est de logie, hein, spéléologie, c'est l'étude ou la science. Donc la biospéléo étudie tous les êtres vivants qui sont dans les cavernes, les gouffres et les grottes. Alors d'abord, il faut parler de l'environnement souterrain. On a plusieurs types d'environnements souterrains qui sont liés à la fois à la luminosité, est-ce qu'il y a de la lumière ou pas, qui alimente notre cavité, notre grotte, la température et l'humidité dans le milieu souterrain, puisque on va trouver, concernant la lumière, des zones photiques, c'est-à-dire là où on a encore de la lumière, des zones de pénombre, c'est-à-dire que la lumière directe ne vient plus dans la grotte, et un environnement qu'on appelle aphotique, c'est-à-dire complètement obscur, il fait tout noir, on ne voit rien du tout. Les cavités peuvent être de type chaude. Alors on va rencontrer ça plutôt par exemple en Éthiopie, en Afrique, en Nouvelle-Guinée, etc. Donc partout on est en zone tropicale ou assez chaude. Les zones tempérées, c'est le cas par exemple des cavités en Mayenne. On est entre 11 et 13 degrés ici. Si vous êtes en Haute-Savoie, vous allez avoir des grottes qui sont entre 0 plus 3. Ça va faire partie des cavités dites froides. Donc cet environnement va être déterminant pour l'adaptation des espèces. On va trouver, en ce qui concerne la flore, l'absence totale de lumière. Je n'aurai pas du tout de végétaux verts, de végétaux chlorophylliens. Par contre, dans ce qui va être les porches de grottes ou à l'extérieur, je vais pouvoir trouver un certain nombre d'espèces végétales, mais par contre, sous terre, en l'absence de lumière, concrètement, on n'a que des champignons. Pardon ? Ah oui. Ouais. Alors, pour les espèces animales, oui, mon diaporama était assez rapidement, c'était plus un guide pour vous, pour discuter. Après, j'ai de belles images, à défaut d'avoir un super diapo. Donc, c'était un peu plus, un peu plus rapide pour moi. Donc, sur les espèces animales, en fait, il y a une définition qui n'est pas vraiment scientifique, avec une classification très linéenne, hein, comme on dit. Mais en fait, c'est sur le comportement qui est mis en évidence. On a des animaux qu'on appelle des trogloxènes. Donc, troglos, c'est la grotte. Exènes, ça veut dire l'étranger. Donc, c'est des animaux qui viennent, en gros, squatter dans les grottes, qui utilisent les grottes, mais qui ne se reproduisent pas, ne vivent pas, n'ont pas besoin de manger dans les grottes parce qu'elles ont trouvé là un milieu favorable, mais elles n'y font que passer une partie. Par exemple, les chauves-souris, qui ne font grosso modo que passer l'hiver dans les cavités et qui sont à l'extérieur, dans les arbres, derrière vos volets, parfois en été, etc. Les troglophiles, c'est ceux qui aiment bien les grottes. Alors, par exemple, certaines araignées qui ne sont pas vraiment inféodées complètement dans les grottes, mais qu'on va retrouver dans un milieu qui leur convient bien parce qu'elles ont déjà, en quelque sorte, une préadaptation. C'est le cas des métas, qu'on verra. Alors, j'ai quelques images après. Et puis, les troglodytes, ce sont les animaux qui, eux, sont complètement dépendants de la cavité, qui restent toute l'année, qui se reproduisent, qui mangent, qui vivent et meurent. C'est le cas d'Unifargus, qui est une espèce de petite crevette d'eau douce, de crustacés. Donc ça va être important. Alors, les végétaux, comme je le disais tout à l'heure, les plantes chlorophylliennes, elles sont dans les zones qui sont plutôt éclairées, comme les porches, les falaises qui sont à proximité des grottes, et donc on va trouver des fougères. On va en particulier, ce sont les scolopendres qui sont assez fréquentes, qui peuvent vraiment être pas contrairement, mais en complément de ce qu'on a vu tout à l'heure dans les zones humides, elles sont assez présentes. Certaines plantes grasses comme les sédums, des géraniums. Donc ce sont des plantes qui vivent le plus souvent vraiment à l'ombre ou autre. Et puis on a aussi des mousses. De manière assez régulière. Alors, par contre, sous terre, évidemment, en absence de lumière, on n'a plus que des champignons
qui vont se nourrir sur du guano, du bois, des débris divers, ou sur des insectes morts, des araignées également, comme on voit un peu sur la photo qui n'est pas très nette à droite. Les algues, elles sont surtout présentes dans les cavités touristiques, par exemple, où on a des zones éclairées. Donc là, évidemment, la lumière va permettre à certaines algues de pouvoir se développer. Et ça cause, c'est une forme de pollution quelque part, parce que quand on a, par exemple, des grottes ornées, eh bien, on va avoir des mousses ou des dégradations qui sont causées par ces éclairages. Alors là, ouais, c'est un peu de travers aussi, mais c'est pas grave. Bon. Donc je vous ai la faune. Alors la faune est très variée. On a pratiquement toutes les classes représentées, mais avec peu d'individus, tout simplement parce qu'il y a peu de choses à manger dans une grotte. La plupart des animaux qu'on va trouver vont ou bien devenir des carnivores. Vous pouvez entrer, hein, si c'est pour nous. Voilà, le vice-président de notre association et sa fille. Et Ludo. Donc, il y a quand même assez peu de choses à manger. Alors souvent, c'est les bottes des spéléos, de ceux qui fréquentent les grottes, qui amènent de la nourriture sous forme de débris végétaux, de feuilles mortes, etc., qui vont permettre à un certain nombre d'invertébrés de se nourrir. Sinon, eh bien, on va avoir soit des carnivores, des animaux qui en mangent d'autres, donc, ou bien alors qui sont des saprophytes, enfin des détritivores qui vont manger un certain nombre de détritus. Donc on trouve parmi les invertébrés, on trouve des annélides. Bon, ça devrait, oui, si tu veux, oui, puisque tu es un grand spécialiste. Ouais, je l'ai, ouais. On trouve des acariens, donc on trouve également des araignées. Alors les araignées, en fait, les tégénaires, c'est ce qu'on appelle aussi un peu la famille des araignées de câble, hein, les grosses araignées noires. En fait, on va les trouver justement plutôt dans les porches, les zones qui sont assez proches de la sortie. Les métas, c'est vraiment, je vous en montrerai une, mais j'ai des photos là que je peux vous faire circuler en même temps. Ça sera, je vais vous faire passer voilà, vous pouvez regarder un peu, puisqu'on va brosser un peu le tableau de tout ce qu'on peut trouver. Les opilions, vous savez, c'est assez proche des araignées aussi. Et puis, on va trouver des pseudoscorpions. Alors, en général, ce sont des individus de petite taille. Certains sont bien visibles. Et puis, d'autres, eh bien, il va falloir les chercher sous les pierres, etc. Les mille-pattes, évidemment, qui, eux, vont être justement assez souvent proches du passage d'une fréquentation. En bas, vous avez le lac de la grotte René-Paul. Et on va retrouver, je vous parlais des Niphargus tout à l'heure, donc ces petits crustacés aquatiques, qui en fait font partie de ce qu'on appelle aussi des espèces reliques. C'est-à-dire qu'au moment où on a un refroidissement, au quaternaire par exemple, eh bien on a des animaux qui ont eu trop froid, donc qui sont venus se réfugier dans les grottes pour trouver un milieu plus favorable. Et puis ça peut être l'inverse aussi quand ça se réchauffe, il y a des animaux qui ont trop chaud extérieur et qui viennent se réfugier dans les grottes. Donc parfois on parle de fossiles vivants, mais c'est plutôt des espèces reliques qui se sont retrouvées coincées contre leur plein gré parfois. Ensuite on a on a beaucoup d'insectes finalement. Donc on va retrouver des insectes sans ailes, comme les colamboles, qui, vous en avez un en bas à droite là, qui ont ce qu'on appelle un cerce, ça leur permet de faire des petits sauts. Alors il y en a certains qu'on va retrouver dans le haut qui sont aquatiques et d'autres qui sont terrestres. Des coléoptères, on a peu d'espèces, mais je vous en ai mis un en haut. Les diptères, c'est les mouches. Des lépidoptères, alors les papillons les plus courants, vous allez voir, il y a la découpure, Scolopteryx.
Vous avez deux, trois espèces qu'on trouve assez fréquemment, dont un morpho qui n'est pas sur les images qui circulent là, et puis on a aussi des trichoptères. Donc voilà un petit peu. Si on continue sur la faune, comment dire, invertébrée, des diplopodes, les Niphargus on en a parlé, des isopodes terrestres, aquatiques, des copépodes. Ça n'a rien à voir avec les animaux des cavernes, mais c'est plutôt, si on va un peu plus loin, les espèces quand on arrivera aux mammifères. Donc, vous avez à droite là, justement, quelques casques de jeunes, c'est dans une grotte à Louvernay, ici, la grotte de la Roche à Louvernay, où on peut observer un certain nombre d'espèces. Là, on est dans une zone qui est justement une zone obscure. Hein. C'est l'appareil photo qui est sans flash, mais qui a l'éclairage qui permet de voir le détail. Et évidemment, la plupart de ces animaux vont fuir la lumière. Dans les mollusques, on a vous avez des limaces dans ce qui circule, et puis des escargots, 3 espèces, Oxyculus en particulier, qu'on trouve assez fréquemment ici, vous en avez un au milieu. Dans les batraciens, on a parfois des tritons marbrés. Ils ne sont pas que à l'extérieur, et justement au début on peut les confondre avec des salamandres du coup, parce que c'est quand même, comme ils n'ont pas une crête permanente, il n'y a que la couleur qui va, et la raie rouge qui semble faite au crayon là, qui les différencie. La pélodite ponctuée, alors bon, c'est en gros une grenouille ou crapaud, puisque en fait c'est il y a une famille qui est un peu entre les deux, une famille particulière, et qui est très jolie. Vous en avez une photo aussi qui circule là. Donc voilà, tout ça, mollusques, batraciens. Après, on arrive sur les mammifères. Donc le mammifère emblématique, évidemment, puisque toutes les espèces sont protégées en France, ce sont les chauves-souris. Pour vous, madame. Donc vous avez quelques espèces, hein. Alors, de mémoire, sur Sauge par exemple, puisque c'est quand même le site le plus visité ou le plus connu en Mayenne, on doit avoir 14 ou 15 espèces sur nos recensements, enfin sur nos comptages hivernaux ou d'été, sur 17 à 18, 17 ou 19, ça dépend comment on compte, ou celles qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Sur 19 espèces présentes au maximum, on en a 14 à 15 qui sont présentes sur Sauge. Donc ces mammifères sont exceptionnels à tout point de vue. Les plus vieux, je crois, fossilisés, on les trouve aux alentours de 67 millions d'années. Elles ont la même morphologie qu'aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas évolué. Mais quand on transforme une main en aile, qu'on nourrit ses petits avec du lait, bien sûr, qu'on a des poils, donc on est un vrai mammifère, les crottes de chauve-souris, on appelle ça du guano, parce que justement au début, comme ça volait, on a pensé que les chauves-souris étaient des oiseaux. On s'est rendu compte plus tard que c'était un mammifère qui, au-delà du vol, a quand même, pour nos espèces en tout cas, une forme de radar, hein, qu'on appelle l'écholocation, qui leur permet de se diriger dans le noir. Alors comme je disais, ce ne sont pas des animaux qui sont cavernicoles au sens troglodyte. Elles ne font que passer l'hiver. Elles ont trouvé là un milieu stable, favorable, parce que comme elles sont insectivores exclusives, eh bien, on se fait quand même nettement moins piquer en hiver par des moustiques. Donc, comme il n'y a rien à manger, ou à peu près rien, elles ont trouvé, comme un certain nombre d'autres mammifères, même chez les primates, une formule d'hibernation. Alors, on avait un débat avec mon collègue là-bas au bout. Il disait, ben non, elles hivernent, etc. Mais non, elles ont quand même un métabolisme qui tombe. Une chauve-souris qui se réveille le soir. Savez-vous quelle est sa température corporelle? Non. Ça dépend d'où elle est. Ça dépend de la cavité. Ça dépend de la cavité en été. Quand elle se réveille le soir. Quand elle se réveille le soir, ça dépend si elle a dansé avant ou pas. Ah. Alors, elle est à peu près à 39 degrés 2. Pour nous, c'est une grippe. D'accord? Donc, elle, c'est sa température normale. Un oiseau, c'est aux alentours de 38, 38,2, je pense, quand il se réveille le matin, enfin pour les diurnes en tout cas. Donc, en fait, c'est une température élevée. Et en plein vol, on a pu mesurer jusqu'à 44 degrés Celsius.
Le fait de voler, ça mange beaucoup d'énergie, donc c'est ce qui fait qu'elles peuvent manger jusqu'à leur poids. Un rhinolophe peut manger jusqu'à son poids de coléoptère chaque jour. Donc l'écolocation, le vol battu, l'hibernation et en plus avoir une forme de reproduction qui est tout à fait étrange, mais qui est adaptée justement à l'absence d'alimentation. C'est-à-dire qu'en été, on va avoir une fécondation, une drague, chez les chauves-souris, on appelle ça le swarming. Et donc, il va y avoir une fécondation, mais les femelles, c'est quand même très curieux, pour un certain nombre d'espèces, ont une poche qui permet de conserver le sperme, comme chez les insectes, ce qu'on appelle la spermathèque. Et donc, ce sperme, il va y avoir un arrêt de l'embryogenèse, de la formation de l'embryon, jusqu'au printemps suivant, où à ce moment-là, l'embryon va se développer. Donc, pendant la période d'hibernation, tout s'arrête, ou à peu près. C'est un battement par minute. Et leur température corporelle, quand elles dorment en hiver, tombe à 7 degrés, c'est-à-dire à peu près la température du rocher. Alors évidemment, entre plusieurs espèces, il peut y avoir des différences. Certes, vous avez par exemple, on disait tout à l'heure, ça dépend d'où elles sont, effectivement. Pour celles qui sont indiennes, les chauves-souris indiennes ou d'Afrique, elles ont perdu parfois complètement le sens d'écolocation. Elles sont diurnes d'ailleurs pour une certaine partie d'entre elles et elles mangent des fruits toute l'année. Donc elles n'ont plus du tout le même mode de vie que les nôtres. C'est le cas par exemple du renard volant. En tout cas, nous, la vingtaine d'espèces qu'on a en France, ici, sont toutes protégées parce que très utiles. En particulier sur tout ce qui est faune naturelle et comme prédation, etc. Alors dans les oiseaux, on n'a pas beaucoup. C'est l'hirondelle des... donc je vous en remets une autre. On a des animaux qui peuvent nicher dans les... des oiseaux qui peuvent nicher dans les trous des infructuosités, surtout sur les portes. Elles sont pas vraiment... ces hirondelles ne sont pas vraiment troglodytes du tout. Ce sont des trogloxènes aussi. Donc voilà un petit panorama. Vous voyez en bas notre pélodite ponctuée, là, notre grenouille des grottes. Et, comme je disais, les images qui circulent sont un peu plus nettes. Et puis dans les espèces, comme je disais, vous voyez, vous avez les tritons et les salamandres qui sont en bas. Et donc voilà un petit peu un panorama de ce que l'on peut trouver dans les cavités. Voilà, donc ici, grotte ou gouffre, ça c'est un autre diaporama, parce que le mien était terminé, et donc on rappelle qu'une grotte c'est plutôt une entrée horizontale, alors qu'un gouffre est une entrée verticale. Et puis les sorties spéléo, en fait, ça nous permet justement de découvrir toutes ces petites bêtes, limaces, escargots, araignées, chauves-souris, qui ont souvent une mauvaise réputation, mais qui, en fait, représente un espace ou un élément de biodiversité qui est vraiment indispensable aussi. Avez-vous des questions ? Ouais, c'est fini. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non ? Il est fâché. C'est pas grave, c'était la fin juste après. Je crois. Ouais. Non, il veut pas. Là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la faune et la flore des grottes des cavernes? Ça marche plus? Il est aligné. Avez-vous des questions? C'est vraiment incidente. C'est la taille de René Paul, la grotte René Paul à Sauges, et elle est accessible seulement pour le spéléologue. Voilà. Alors vous avez sur le site de Sauges, c'est un site Natura 2000 et il y a un nouveau projet d'arrêté préfectoral de biodiversité et protection, biotope, qui fait que les grottes, y compris qui sont entre guillemets en accès libre, ne seront plus accessibles au public, en particulier pour la protection des chiroptères, toute l'année, seuls. Toutes les activités scientifiques, naturalistes, etc., et les activités spéléo seront possibles. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent
le site, la grotte du Four, par exemple, la grotte du Plessis, qu'on appelle aussi l'Orange. Non, il y a la grotte du Plessis, l'Orange, qui est la grotte qui porte la grotte Richard, qui sont en accès libre, même la Chèvre. En fait, logiquement, on ne devrait pas entrer dedans. Dans le cadre du futur arrêté, mais qui va être publié, à mon avis, dans au moins 6 mois. René-Paul, c'est actuellement, il y a 2 cavités qui sont... il y a 2 cavités touristiques, 2 grottes touristiques, Margaux, Rochefort, et vous avez 2 grottes spéléo qui sont accessibles uniquement, parce que non seulement je suis président d'une association locale, mais en même temps je suis président du comité départemental de spéléo, et donc nous avons les clés exclusivement pour permettre de découvrir ces 2 cavités-là, la cavité du Plessis et René-Paul. René-Paul, c'est la plus longue du réseau. Elle fait 850 mètres de développement. Alors, c'est pas linéaire. Hein. En linéaire, elle fait à peu près 500 mètres. Et puis, vous avez 3 étages. Un étage supérieur, un étage moyen, un étage inférieur avec un lac, qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est le fond de René-Paul. Quand on est au fond, alors c'est un laminoir. C'est-à-dire, en fait, vous êtes à plat ventre sur 200 mètres à peu près, un peu moins. Et seuls les renards arrivent à nous ramener des lapins, apparemment, ou des lapins qui sont tombés tout seuls. Donc, on sait que ça déboucherait sur l'autre côté du plateau, mais actuellement, on n'a plus, depuis les années 90, quelque chose dans ce goût-là. C'est-à-dire, quand on a découvert en 67 la grotte Mayenne Science, qui, elle, est complètement fermée au public, assez rapidement, avec la découverte des peintures, et il y a eu un moratoire pour ne plus prospecter. Donc actuellement, on vous fait visiter l'existant, explorer l'existant, comme on préfère le dire. C'est pas une visite touristique en spéléo, c'est un peu plus physique, mais en fait, ça reste très accessible, très beau, très trempé aussi, parce qu'en fait, on est sur une grotte qui est très humide, avec beaucoup de flaques d'eau, beaucoup d'argile au sol aussi. Et pour le réseau, actuellement, on est quand même dans un département exceptionnel, puisque c'est le plus au nord, le plus à l'ouest dans les départements karstiques. On a 67 cavités dans l'inventaire des cavités de la Mayenne de Jean-Yves Bigot. Et en fait, on en a découvert une 68e en 2020 à Montsûr, dans une ancienne carrière. Donc on continue à découvrir du réseau. Après, les nouvelles espèces animales, surtout dans les cavités, dès qu'on descend en dessous de 500 mètres, si on a des gens qui sont un peu plus penchés sur les sciences, on arrive à découvrir assez facilement de nouvelles espèces d'invertébrés. Actuellement, on a, je sais pas, enfin, j'ai répondu plus que la question sur l'accessibilité, mais voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il vaut mieux prendre contact avec le comité départemental de Spéléo pour pouvoir faire l'exploration des grottes déjà qui sont fermées, puisque nous, on a une clé. Mais en plus, bientôt, ça sera sans doute un des maillons incontournables, et avec les activités naturalistes qui sont aussi, admises, hein, comme ou les pompiers pour des questions de secours, etc. Mais non, Rochefort et Margaux sont des grottes touristiques. Donc elles ont un régime particulier aussi. Et il y a le même régime pour les cavités spéléo. C'est-à-dire que sur les dates d'ouverture, de fermeture, René-Paul bénéficie des mêmes droits que les grottes touristiques. Le prétexte étant les raisons éducatives, puisqu'en fait on fait de la formation, d'éducation. Le tourisme, on fait du tourisme. Donc, en fait, on ne doit pas être pénalisé quand on fait des activités scientifiques ou éducatives dans les cavités, en respectant, bien sûr, à la fois la protection des chauves-souris, mais aussi il y a d'autres espèces qui sont dans les invertébrés tout aussi rares et remarquables. Donc, pour nous, c'est l'aménagement au sens de ne pas modifier la cavité, limiter le piétinement, préserver certaines zones, etc. Donc il y a toute une éducation aussi qui se met en place sur l'exploration des cavités naturelles. D'autres questions ? Écoutez, ouais, il vous reste une petite demi-heure pour visiter la grotte artificielle si vous ne l'avez pas encore fait. Et les autres stands, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Merci à vous.